En sortant de l'étude de notaire, une vieille femme m'a chuchoté: ne donnez pas tout à votre fils et sa femme. Allez voir ce qu'il y a dans la boîte sous leur lit. J'ai ri de cette folle, mais le lendemain, j'ai décidé de vérifier. Une boîte s'y trouvait, et son contenu m'a sidéré. Ce mardi matin-là, j'avais le cœur léger. Je venais de déposer chez le notaire l'acte de donation de mon appartement à mon fils, Gustave. Je souriais, pensant à Marcel, mon épouse, décédée il y a 8 ans. Nous avions bâti ce patrimoine ensemble. J'avais enseigné le français 35 ans. Elle était comptable. Alors que je me dirigeais vers l'arrêt de bus, une main me saisit le bras. Une vieille dame, petite et menue, aux yeux vifs, me chuchota: Monsieur, ne faites pas cette donation à votre fils et sa femme. Allez d'abord chez eux et voyez ce qu'il y a dans la boîte sous le lit. Je me libérais. Qui êtes-vous? Comment savez-vous pour la donation? Elle me fixa de ses yeux sombres, emplis d'une pitié que je n'identifiai que plus tard. Puis, sans un mot, elle disparut dans la foule. Je restai figé, le cœur battant. Folle ou arnaqueuse, murmurai-je. J'essayai d'oublier, pris la ligne de bus pour la Croix-Rousse. Tout le trajet, la phrase me hantait. Ce qu'il y a dans la boîte sous le lit. De retour chez moi, Perle, ma chatte blanche aux taches grises, vint m'accueillir. Ton maître perd la tête, Perle, lui dis-je. J'essayais de m'occuper. J'arrosais mes plantes, regardais un feuilleton sans attention. Mon esprit revenait sans cesse à la vieille femme et à cette maudite boîte. La nuit venue, le sommeil me fuyait. Un souvenir me revint. Gustave, à 8 ans, avait brisé un vase de cristal de ma mère. 3 jours plus tard, en nettoyant sous son lit, j'avais découvert les tessons. Confronté, il avait fondu en larmes, me suppliant de lui pardonner. Papa, je ne te cacherai plus jamais rien, m'avait-il promis. Ce souvenir me fit sourire dans le noir. Mon fils, mon Gustave, malgré ses défauts, c'était un bon garçon. Il m'appelait souvent, m'avait aidé avec la douche le mois dernier. Tatiana, ma belle-fille, était aussi très affectueuse. Mariée depuis 6 ans, elle m'avait toujours bien traité. Ils formaient un bon couple, travailleur et dévoué. L'idée qu'il me cache quelque chose était absurde, même insultante. Mais le sommeil ne vint qu'à l'aube. Au réveil, j'étais exténué, des cernes profonds, le corps lourd. Je pris mon café sans entrain. Perle sauta sur mes genoux. « Je vais rendre visite à Gustave, Perle, » lui dis-je. « Cette paranoïa me passera. » J'appelai Gustave. La messagerie. J'appelai Tatiana. Sa voix était joyeuse. « Allô? Ah, beau papa, tout va bien? » « Oui, ma chère. J'ai essayé de joindre Gustave, mais il est déjà au travail pour une réunion matinale, n'est-ce pas? » « Oui, c'est exact. » « Écoute, Tatiana, je pensais passer vous voir aujourd'hui. Vous me manquez. » Un silence. Mon cœur se serra. « Oh, beau papa, quel dommage, » dit-elle après une pause. « Aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai 3 clientes de prévues toute la journée. » Bien sûr, répondis-je, un froid dans le ventre. On se verra la semaine prochaine. Je restai le téléphone à la main. En 6 ans de mariage, Tatiana n'avait jamais refusé une de mes visites. J'essayais de me convaincre que c'était une coïncidence, mais la voix de la vieille dame résonna. Voyez ce qu'il y a dans la boîte sous le lit. J'avais la clé de leur appartement. Gustave me l'avait donnée 2 ans plus tôt. Je trouvais la petite clé argentée dans le tiroir de ma table de chevet. Mon cœur battait fort. Je savais que ce que j'allais faire était mal, une intrusion. Si Gustave le découvrait, il serait blessé. Mais je devais voir. Je devais chasser ce doute, sinon il me consumerait. Je m'habillai rapidement, pris mon sac et fermai mon appartement à clé. Dans l'ascenseur, mon reflet me montra un homme aux cheveux gris, les cernes de l'insomnie. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Je pris le bus pour le quartier de Lyon. Le trajet dura presque 1 heure, chaque minute étant une torture. Arrivé à l'immeuble de Gustave, je saluai le concierge. « Bonjour, monsieur Michel. Vous venez voir Gustave ?»« Oui, une surprise, » dis-je, tentant de masquer mon angoisse. Mes mains tremblaient dans l'ascenseur. Au 8e étage, devant la porte 82, l'oreille collée au bois, je constatai le silence. J'insérai la clé et la tournai doucement.
La porte s'ouvrit sans bruit. L'appartement était vide. Une odeur de parfum floral de Tatiana et de café m'accueillit. Je me dirigeais vers la chambre conjugale, le cœur battant. M'agenouillant sur le parquet froid, je soulevai l'édredon. Dans l'obscurité, mes doigts trouvèrent une boîte en carton. Je la tirai. C'était une boîte d'archives, dissimulée et lourde. Les jambes chancelantes, je la transportai dans le salon et la déposai sur la table basse. Je fixai cet objet, ma dernière chance de renoncer, mais j'étais allé trop loin. J'ouvris. Je découvris des dossiers colorés, des enveloppes et un carnet. Le dossier vert, étiqueté immobilier par Tatiana, contenait le titre de propriété de mon appartement et une estimation à 1200 000 euros. Une note manuscrite de Gustave disait « Vendre avant décembre. Acheteur Monsieur Machado. Offre de 150 000 euros. Peut augmenter. » Mes mains tremblèrent. Je pris le dossier jaune, procédure. Il contenait des articles imprimés dont les titres me frappèrent. Comment mettre un senior sous tutelle? Signe de démence sénile. Curatelle. Guide complet. Des notes de Tatiana. Certificat médical. Quel médecin peut aider? Témoin, voisine du 302, 500 euros, ancien concierge. L'air me manqua. J'étouffais. D'une main tremblante, je saisis une enveloppe Kraft. Des photos de moi, au supermarché, l'air perdu, parlant à perles, sortant de la pharmacie, seul sur un banc. Toutes prises de loin, à mon insu. C'étaient des feuillets d'entraînement, ma signature copiée, répétée, pratiquée. Les premières tentatives étaient tremblantes, mais les dernières étaient presque parfaites, identiques à la mienne. Je reconnus l'écriture de mon fils. Un son étrange s'échappa de ma gorge, entre un gémissement et un cri étouffé. Je saisis le carnet à deux mains. C'était un plan détaillé, daté, écrit à quatre mains, les écritures de Gustave et de Tatiana s'alternant. Chaque ligne était un coup de poignard. 1. Recevoir la donation de l'appartement, statut, en attente, promis pour mon anniversaire. 2. Me convaincre d'investir mes économies, 200 000 euros, dans un projet. 3. Initier un processus de mise sous tutelle 6 mois après la donation. Témoin, voisine du 302, 500 euros, ancien concierge, 300 euros, médecin, docteur Borges, ami de Valdir, 3 000 euros. 4. Une fois la tutelle approuvée, prendre le contrôle de mes biens, vendre l'appartement. 5. Acheter un petit studio en périphérie pour m'y loger. 6. En cas de problème avec la tutelle, maison de retraite à bas coût. Au bas de la page, une note de Tatiana encerclée de rouge. Quand il mourra, héritage libre. Il a bientôt 70 ans. Avec un peu de chance, 5 ans. Je ne tins plus. Je courus aux toilettes et vomis. Mon corps tremblait. Des larmes et de la sueur coulèrent sur mon visage. Quand je parvins à me relever, je me rinçai le visage et me regardai dans le miroir. L'homme qui me fixait était un étranger, vieil, détruit. Mon fils, mon Gustave, l'enfant que j'avais élevé, choyé. Le garçon qui avait pleuré dans mes bras après avoir cassé le vase de sa grand-mère, me promettant de ne plus jamais rien me cacher. Cet enfant était devenu un homme qui comptait me déclarer fou, me voler tout ce que je possédais et me jeter dans une maison de retraite pour y mourir. La note de Tatiana me brûlait la mémoire. Avec un peu de chance, 5 ans. Un souvenir m'envahit, si vif qu'il me fit mal. Gustave, à 10 ans, assis à la table de la cuisine, confectionnant une carte de fête des pères. « Qu'est-ce que tu écris » demandai-je. Il cacha la carte en riant. « C'est une surprise, papa. » Quand il me la tendit, je lus à voix haute. « Au meilleur père du monde. Je t'aime plus que tout. Je prendrai soin de toi pour toujours. » Signé Gustave. J'avais gardé cette carte. Le garçon qui l'avait écrite n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. J'essuyai mes larmes. Il ne servait à rien de pleurer. Je devais réfléchir. Agir. Je rassemblai les documents, les rangeai dans les dossiers, puis dans la boîte. Mes mains tremblaient encore, mais le désespoir cédait la place à une rage froide, dure, inconnue. Je fermai la boîte quand j'entendis le bruit d'une clé dans la serrure. Mon sang se glaça. La porte s'ouvrit sur Gustave et Tatiana, riant, des sacs de courses à la main. Leur rire s'éteignit en me voyant.
Leurs regards passèrent de moi, immobile au milieu du salon, à la table, aux documents que je n'avais pas eu le temps de ranger, à la boîte ouverte. Le visage de Tatiana devint blême, ses yeux s'écarquillèrent. Gustave, paralysé, laissa son sac glisser au sol. Un silence éternel s'installa. Ce fut Tatiana qui brisa le silence. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix avait changé, plus du tout celle de la belle maman chérie, mais dure et agressive. Elle s'avança vers moi, ses talons claquant sèchement sur le sol. « Vous avez envahi ma maison. Vous avez fouillé dans mes affaires. » Tatiana tenta m'arracher les papiers. Je les retins fermement. Ma voix, basse mais chargée d'une force nouvelle, la fit reculer. Gustave, figé près de la porte, balbutia. « Père, qu'est-ce que... Comment ?» Je brandis la feuille avec les signatures d'entraînement. « C'est quoi ça, Gustave ?» Il déglutit, le regard fuyant. « Ce n'est pas ce que vous pensez. On peut expliquer, c'est un malentendu. » « Un malentendu ? Vous avez imité ma signature des dizaines de fois. » Tatiana s'interpose, tentant de paraître raisonnable. « On anticipait, père. Vous vieillissez, on voulait être prêt à vous aider. » « Prêt à quoi ?» Je jette le dossier rouge sur la table. « À me déclarer incapable, à me jeter dans une maison de retraite ?» Le masque de la belle-fille affectueuse tombe, révélant mépris et froideur. « Vous êtes dramatique, » dit-elle, les bras croisés. « Ce comportement hystérique prouve que vous avez besoin d'un suivi. Vous avez pris des photos de moi en secret ? Vous avez cherché à me déclarer incapable, falsifié ma signature, planifié de vendre mon appartement et de me cloîtrer quelque part, espérant ma mort en 5 ans ? » Je pointe le cahier ouvert sur la table. Gustave s'avance. « Père, écoutez. » Je ne veux rien entendre. Je rassemble les documents et les jette pêle-mêle dans la boîte. Je regarde mon fils droit dans les yeux. « La donation, Gustave ? Oubliez ça. L'acte est chez le notaire et y restera à jamais. » Gustave pâlit, Tatiana écarquille les yeux. « Père, vous ne pouvez pas faire ça, vous avez promis. » « Comptiez sur quoi ? L'argent de la vente ? Mon héritage anticipé ? » Je crache les mots. « J'ai lu le plan, Gustave. Vous vouliez me voler, me déclarer incapable et me laisser mourir. Tout est écrit là, avec date et montant. » Je serre la boîte contre ma poitrine. Tatiana se poste devant la porte, son visage menaçant. « Vous ne sortirez pas d'ici avec ça. Écartez-vous, ce sont les documents d'un crime contre moi, j'ai le droit de les prendre. » Elle fait un pas vers moi. « Vous n'êtes qu'un vieil homme seul. Qui va vous croire ? Nous avons des témoins, des médecins. » Je la regarde dans les yeux, froid comme la pierre. « Essayez. » Je la pousse. Elle perd l'équilibre et tombe à genoux. Je ne m'arrête pas. Je passe devant les sacs de courses renversés, ouvre la porte et sors. Gustave reste immobile, incrédule. Dans l'ascenseur, mon cœur bat la chamade. La dernière chose que j'entends avant la fermeture des portes est le cri de Tatiana. Peu importe. Je descends les 8 étages, serrant la boîte. C'était la preuve que je n'étais pas fou, que mon fils et ma belle-fille voulaient me détruire. Je sors dans la rue. Le soleil de l'après-midi m'aveugle un instant. Je marche sans but dans les rues de Lyon, les larmes silencieuses. Personne ne s'arrête pour un vieil homme qui pleure. Je m'assois sur un banc de parc, regardant le vide, tandis que le soleil descendait. Je n'avais plus de fils. Le Gustave que j'aimais n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. Je suis resté sur ce banc jusqu'à l'obscurité. Mon corps me faisait mal en rentrant, après 21 heures. J'étais épuisé, anéanti. Carmen, ma voisine et amie depuis 20 ans, m'attendait, le visage décomposé. « Où étais-tu ? J'allais appeler la police. » Ma gorge s'est nouée. Les larmes sont revenues. Carmen m'a serré dans ses bras, tandis que je sanglotais. « Calme-toi, mon ami. Entrons. » Elle m'a guidé vers le canapé, a fait du thé. Perle a sauté sur mes genoux. Carmen est restée là, sans question. Quand j'ai pu parler, j'ai tout raconté. De la vieille dame à l'étude de notaire, la boîte, les documents, le plan, le conflit. Je lui ai montré les papiers. Carmen pâlissait en voyant les signatures contrefaites. « Mon Dieu, c'est un crime !» ai-je dit. Elle a lu le plan. À le faire tenir 5 ans, elle a fermé les yeux.
Je savais que quelque chose n'allait pas avec Tatiana. Je ne l'ai jamais cru. Elle m'a raconté l'avoir entendu au téléphone. Le vieux ne tiendra pas longtemps. Que vas-tu faire? A demandé Carmen. J'ai regardé la boîte. Je ne sais pas. Je me sens bête, vieux, inutile. Carmen a serré ma main. Arrête ça, Michel. Tu es l'homme le plus intelligent que je connaisse. Tu as été trompé par amour, pas par bêtise. J'ai besoin d'un bon avocat. Carmen a souri. Ma nièce travaille dans un cabinet. Je l'appelle demain. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois. Un sommeil agité, mais du sommeil. Au réveil, la douleur persistait, mais la détermination aussi. Ils voulaient me détruire, me voler, me jeter dans un asile. Je ne les laisserai pas. Je lutterai. 3 jours plus tard, j'étais assis dans un cabinet d'avocats à la Croix-Rousse. Maître Sophie Dubois, 45 ans, au regard qui a tout vu, m'observait. J'ai posé la boîte sur la table. La boîte qui avait changé ma vie. Sophie ouvrit les dossiers. Les signatures contrefaites et le plan la firent pâlir. Elle me regarda. « Monsieur Michel, votre fils veut vous détruire. Ceci mène en prison. Falsification, escroquerie, abus de faiblesse, 2 à 8 ans. Vous avez de l'or. Que voulez-vous faire ?» Je regardais la boîte. « Et s'il me poursuivait ?» Sophie rit. « Impossible. Les preuves deviendraient publiques. On saurait qu'il voulait vous jeter en asile. Un criminel ne poursuit pas sa victime quand elle a le couteau sous la gorge. » Je restais silencieux. Je voulais protéger Gustave, mais le 5 ans du carnet me hantait. Ils comptaient les jours de ma mort. Si je me défends, ils tenteront encore. Si j'attaque, je détruis la vie de mon fils. Sophie répliqua « Votre fils a détruit sa vie en contrefaisant votre signature. Vous montrerez juste ce qu'il est. » Ces mots me convainquirent. Je cesserai de protéger cet homme. « Je veux qu'ils paient, tous, dis-je. » Sophie hocha la tête. « Il nous faudra plus de munitions. » Sophie engagea un détective sur Valdir, père de Tatiana. Les résultats furent pires. Valdir, 62 ans, escroc professionnel spécialisé dans les personnes âgées, gagnait la confiance de proches pour obtenir procuration ou donation, puis disparaissait. Comme Alfredo, 78 ans, qui perdit tout et eut un AVC, ou Madame Marilène, 72 ans, placée en asile public par ses enfants manipulés. « Cet homme est un prédateur, » dit Sophie. « Votre belle-fille a appris de lui. »« Et Gustave ?» demandai-je. « Il n'a pas participé aux précédentes, mais il est coupable. Il a contrefait votre signature. L'enquêteur a des messages vocaux de Tatiana à son père. » Sophie appuya sur lecture. La voix de Tatiana emplit la pièce, celle qui m'appelait « Beau papa ». « Papa, le vieux signe tout. Cajolez-le. Semaine prochaine, donation. Après, on accélère. » Autre message. « Gustave s'entraîne à signer. Bientôt, procuration sans lui. » Et un autre. « S'il y a problème d'interdiction, il y a cet asile. Là-bas, il ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? On aura tout plus vite. » Je dus demander à Sophie d'arrêter. Mon estomac se soulevait, ma vision brouillée par les larmes. Là-bas, il ne dure pas longtemps. Elle parlait de ma mort comme d'un yaourt périmé. « Monsieur Michel !» La voix de Sophie me ramena. « Notre dossier est solide, mais êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout ?» J'essuyai mes yeux. « Je tiendrai. »« L'anniversaire de Gustave est dans 3 jours, » annonça Sophie. « Tatiana organise une grande fête avec 50 invités. »« J'ai été invité, » dis-je, « probablement pour maintenir les apparences. » Sophie acquiesça. « Parfait. C'est là que nous allons agir. À la fête. » Elle demanda « Monsieur Michel, êtes-vous prêt à tout exposer publiquement? Ce sera douloureux pour eux et difficile pour vous. » J'imaginais la scène, le scandale, mais l'alternative, les laisser impunis, était intolérable. « Faisons-le, » dis-je. Sophie sourit et exposa le plan précis. La veille de la fête, elle déposerait une plainte contre Valdir, Tatiana et Gustave. J'irai à la fête sans éveiller les soupçons. Au moment propice, je révélerai tout. Audio, documents, complot, devant les invités. « La police sera là, en civil, » assura Sophie. « Quand vous parlerez, ils agiront. » Je contemplais mon salon baigné de soleil. Tout cela allait se terminer, mais parfois, une fin est nécessaire pour un nouveau départ. « Il y a autre chose, » reprit Sophie.
Une information préoccupante. Il semble que Tatiana ait découvert que vous m'avez engagé. Mon sang se glaça. Et maintenant? Ils sont en panique, et les gens paniqués agissent désespérément. Ils prévoient une demande de mise sous tutelle contre vous avant la fête. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. Une injonction vous empêcherait de disposer de vos biens. La peur me saisit. Ils pouvaient encore gagner. Sophie me rassura. Laissez-moi faire. J'ai anticipé et préparé une contestation préventive avec toutes nos preuves. 2 jours avant la fête, à 7 heures du matin, Maître Sophie m'appela. Monsieur Michel, ils ont fait ce que j'avais prévu. Hier soir, Tatiana et Gustave ont déposé une demande de mise sous tutelle contre vous. Mon cœur s'emballa. Et maintenant, nous contre-attaquons. J'ai déposé la contestation à 6 heures, avec tous les documents, audio et le rapport sur Valdir. Et si le juge accepte? Il n'acceptera pas. Le juge Monténégro qui a l'affaire est un homme sérieux qui déteste les tentatives d'escroquerie via la justice. Quand il verra que les requérants sont eux-mêmes sous enquête pour fraude, il jettera leur demande à la poubelle. Sophie ajouta « La plainte pénale que nous avons déposée est en cours. Le commissaire demandera la détention préventive de Valdir et un mandat de perquisition chez lui et chez votre fils. » Le jour de la fête se leva gris sur Lyon. J'avais mal dormi, l'estomac noué. À 10 heures, Sophie me rappela. Bonne nouvelle. Le juge Monténégro a non seulement refusé la demande de mise sous tutelle, mais il a aussi ordonné l'ouverture d'une enquête pour suspicion de fraude procédurale contre les demandeurs. Un soupir de soulagement m'échappa. Mieux encore, continua-t-elle. Le commissaire a obtenu le mandat d'arrêt préventif pour Valdir et l'autorisation de présence policière à la fête. 2 agents en civil seront dans la salle. Carmen arriva à mon appartement à 17 heures. La fête était à 19 heures. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. « Nerveux, avouai-je, mais prêt. » Elle m'aida à choisir mes vêtements. J'optai pour un costume sobre, couleur lit de vin. J'arrangeai mes cheveux, me regardai dans le miroir. Je n'étais plus l'homme naïf et fragile qui avait quitté l'étude de notaire 3 semaines plus tôt. « Tu es magnifique, dit Carmen. Tu vas les épater. » Nous arrivâmes à l'immeuble de Gustave à 19h15. Le salon de réception résonnait déjà de musique et de rire. Carmen me serra la main. « Je reste à tes côtés. » La première à me voir fut Tatiana. Éblouissante dans une robe rouge moulante, elle affichait un sourire d'hôtesse parfaite. Nos regards se croisèrent, et une ombre traversa son visage. Surprise, ou peut-être de la peur, avant qu'elle ne se reprenne. Elle s'approcha, les bras ouverts. « Mon cher beau-père, comme je suis heureuse que vous soyez venu. » La fausseté débordait de chaque syllabe. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ma chère, » répondis-je. Gustave apparut derrière elle, visiblement nerveux. En me voyant, son expression fut étrange, un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Père, dit-il en m'embrassant, je croyais que vous ne viendriez pas. » Je passai la première heure à circuler, saluant des connaissances, feignant la normalité. Carmen restait discrètement à mes côtés. J'identifiai presque aussitôt les 2 agents en civil. 2 hommes en costume, la quarantaine, postés près de la sortie. Vers 20 heures, Tatiana prit le micro. « Chers amis, une annonce spéciale. » Le silence se fit. D'une voix douce et feinte, elle déclara que j'étais en période de santé délicate, souffrait de confusion mentale. Elle me jeta un regard de fausse pitié. « Nous avons donc entamé une procédure pour lui garantir les soins nécessaires, » continua-t-elle, essuyant une larme factice. Des applaudissements épars saluèrent de sa mise en scène. C'était le moment. Mes jambes tremblaient, mais ma voix ne faiblit pas. « Puis-je dire quelques mots ?» Tatiana, surprise, ne put refuser. « Bien sûr, beau-père, le micro est à vous. » Je montai sur scène. Les 50 pères Dieu me suivaient. Tatiana me tendit le micro avec un sourire tendu. Les policiers se repositionnèrent près de la sortie. Je serrai le micro. « Bonsoir à tous. Merci de célébrer l'anniversaire de mon fils. » Tatiana, aux côtés de Gustave, me fixait. Ma belle-fille a parlé de ma confusion mentale et d'une procédure pour me soutenir. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que cette requête a été rejetée par le juge hier. Le sourire de Tatiana s'éteignit. Gustave pâlit. « Rejeté,
car le juge y a vu une tentative d'escroquerie. Le juge a ordonné l'ouverture d'une enquête criminelle contre ma belle-fille, mon fils et M. Valdir, qui fait mine de rien là-bas. Toutes les têtes se tournèrent vers Valdir, qui resta paralysé, son verre à la main. « C'est un mensonge !» cria Tatiana. « Il délire ?» Je sortis mon téléphone. « Est-ce que je délire ?» Écoutons. J'appuyais sur « Lecture ». La voix de Tatiana résonna. « Papa, le vieux signera. Cajole-le. La semaine prochaine, chez le notaire pour la donation. Après, on accélère. » Le silence fut total. La mère de Tatiana, horrifiée, porta la main à sa bouche. « C'est un montage !» hurla Tatiana. « Ce n'est pas moi !» J'appuyais sur le deuxième enregistrement. « Gustave s'entraîne à la signature tous les jours. Bientôt, la procuration sans lui. » Gustave ferma les yeux. « S'entraîner à la signature de son propre père, dis-je en le fixant, pour falsifier une procuration et me voler. »« Père, arrête, murmura-t-il. J'appuyais sur le troisième. Le pire, s'il y a un problème avec l'interdiction, il y a cet asile. Là-bas, il ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? Comme ça, on récupérera tout plus vite. » Un cri étouffé, une femme pleura. « Là-bas, il ne dure pas longtemps, répétai-je, ma voix tremblant de rage. Ma belle-fille voulait m'envoyer mourir plus vite pour hériter. » Valdir tenta de fuir, mais les policiers bloquèrent la sortie. « Monsieur Valdir, l'appelai-je, la fête n'est pas finie. » Un policier montra son insigne. « Monsieur Valdir, vous êtes en état d'arrestation en vertu d'un mandat de détention provisoire pour escroquerie, association de malfaiteurs et falsification de documents. » Le chaos éclata. Des cris, des chaises renversées. La mère de Tatiana s'effondra. Valdir tenta de résister, mais fut maîtrisé et menotté en quelques secondes. Alors qu'on l'emmenait, il clamait son innocence. « Tout est mensonge !» Tatiana se précipita vers moi, le visage déformé par la haine. « Vieux maudit, vous avez tout détruit !» Elle leva la main pour me frapper, mais Carmen s'interposa. « Touchez-le, et je vous poursuis pour agression », déclara Carmen d'une voix ferme. L'autre policier la saisit par le bras. « Madame, vous devrez aussi nous accompagner pour votre déposition. » Tatiana se débattait, hurlait, pleurait, son mascara coulant sur ses joues. Sa façade était tombée. Je descendis lentement de l'estrade. Le salon était un pandémonium. Gustave, adossé à un mur, avait les yeux vides, le visage ruisselant de larmes silencieuses. Je m'approchai de lui. Nous étions à 1 mètre l'un de l'autre, père et fils, séparés par un abîme de trahison. « Père, » murmura-t-il, « pardon, je ne voulais pas. Elle m'a convaincu. » Ma voix sortit froide. « Tu savais exactement ce que tu faisais, Gustave. Tu as entraîné ma signature. Tu as cherché comment me faire interdire. Tu as accepté de me jeter dans un asile pour y mourir. » Il balbutia. « J'allais faire marche arrière, je jure. » « Tu ne voulais que l'argent, complétai-je, l'appartement, l'héritage. Tu ne voulais pas attendre ma mort naturelle. Tu voulais l'accélérer. » Il n'eut aucune réponse. Ses larmes continuaient de couler, mais je ne ressentais plus rien pour elle. Ni pitié, ni colère, seulement du vide. Je t'ai tout donné, Gustave. Amour, éducation, opportunité. J'ai travaillé toute ma vie pour t'offrir le meilleur. Et toi, tu as choisi cette femme, l'argent. Tu as choisi de me traiter comme un obstacle à éliminer. Père, s'il vous plaît. Je n'ai plus de fils, dis-je. Le poids de ces mots me serra la poitrine. À partir d'aujourd'hui, tu es un étranger pour moi. Ne me cherche pas, ne m'appelle pas, n'apparais pas à ma porte. Pour toute affaire légale, contacte mon avocate. Je lui tournai le dos et me dirigeai vers la sortie. Père. Son cri résonna dans le salon. Je ne me retournai pas. Carmen m'attendait à la porte. Elle passa son bras autour de mon épaule et me guida dehors. « C'est fini, » dit-elle doucement. « Vous avez été incroyable. » Les jours suivants furent un tourbillon. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Carmen devint mon attachée de presse officieuse, filtrant les appels. Un journaliste de télévision se présenta à mon immeuble, mais le concierge le renvoya. Marcel fut formellement inculpé d'escroquerie, d'association de malfaiteurs, de falsification de documents. Le commissaire découvrit 3 autres victimes.
Un homme de 82 ans ayant perdu sa maison, une veuve de 75 ans dépouillée de toutes ses économies, et un autre senior qui faillit être mis sous tutelle. Leurs histoires étaient toutes similaires. L'affaire fit grand bruit. Les journaux, les sites d'information en parlèrent. L'escroc des personnes âgées arrêtées lors d'une fête d'anniversaire, titraient les journaux. Tatiana fut inculpée comme complice. Elle prétendit avoir été manipulée par son père, mais les enregistrements audio la trahissaient. Son avocat obtint qu'elle réponde de ses actes en liberté, sous bracelet électronique et avec interdiction de quitter la ville. Gustave fut également inculpé pour participation, mais put comparaître libre. Le commissaire le considérait comme un rouage mineur, manipulé, sans antécédent criminel. Cependant, il n'en sortit pas indemne. 2 semaines après la fête, il fut licencié. L'histoire avait fuité à son travail. Un mois plus tard, Tatiana demanda le divorce. Son père en prison, sa réputation ruinée et son mari au chômage, elle ne voyait plus l'intérêt de ce mariage. Elle réclama la moitié des biens de Gustave, mais son avocat prouva qu'elle avait détourné plus de 80 000 € du compte joint vers celui de son père. Elle repartit sans rien. J'appris qu'elle était retournée vivre chez sa mère. Le salon d'esthétique de Tatiana ferma également, les clients ayant fui. 1 mois et demi après la fête, je la rencontrai au supermarché. J'étais à la caisse quand je sentis un regard sur moi. Je levai les yeux et la vis. Tatiana était méconnaissable. Cheveux en queue de cheval, racines sombres, sans maquillage, le visage vieilli. Elle portait des vêtements simples et usés. Mais le plus marquant était son bracelet électronique, noir et épais, bien visible. Nos regards se croisèrent une seconde. Elle rougit de honte. Abandonnant son caddie, elle s'enfuit du magasin. Je la regardai partir. La caissière me chuchota : « C'est vous le père de l'affaire de la fête, n'est-ce pas ? Je suis contente que vous alliez bien. » 3 mois après la fête, Gustave frappa à la porte de mon appartement, un jeudi soir. Je regardais la télévision avec Perle sur mes genoux. Par le Judas, je le vis. Il était dévasté. Barbe de 3 jours, cernes profonds, vêtements froissés, il semblait avoir vieilli de 10 ans. J'hésitais à ouvrir, mais je devais clore ce chapitre. Je lui ouvris sans le laisser entrer, bloquant l'accès. « Père !» Sa voix n'était qu'un souffle. « Que veux-tu, Gustave ?» Il déglutit. « Je devais te voir, te demander pardon. Je sais que j'ai commis une erreur, que je n'ai aucune excuse, mais... » Les larmes lui montèrent aux yeux. Tatiana m'a quitté. J'ai perdu mon emploi, tout perdu. Je vis dans une chambre louée. Père, je sais que je ne mérite rien, mais je n'ai plus personne. Vous êtes le seul qui me reste. Donnez-moi une chance de me racheter, s'il vous plaît. Il tomba à genoux dans le couloir, agrippant mon pantalon comme il le faisait enfant. Une seconde, je revis le garçon de 8 ans qui pleurait dans mes bras après avoir cassé le vase de sa grand-mère. Mais ce garçon était mort, ou n'avait jamais vraiment existé. « Lève-toi, Gustave. » Ma voix était ferme, sans émotion. Il se releva, l'espoir dans les yeux. « Je vais te dire une chose, et tu vas écouter attentivement. » Il acquiesça, anxieux. « Je ne te hais pas. La haine demande de l'énergie, et je ne veux pas en dépenser pour toi. Mais je ne te pardonne pas non plus. Le pardon est pour ceux qui regrettent sincèrement, pas pour ceux qui regrettent d'avoir échoué. Père, je regrette sincèrement. Tu regrettes parce que Tatiana t'a quitté et que tu as perdu ton emploi. Si ton plan avait réussi, tu serais en train de vendre mon appartement et de me rendre visite 1 fois par an dans une maison de retraite. » Il voulut protester, mais aucun son ne sortit. Il savait que j'avais raison. Tu es adulte, Gustave, tu as 43 ans. Personne ne t'a forcé à faire ce que tu as fait. Tu as choisi. Vis avec les conséquences. Toi et moi, c'est fini. Je pris une profonde inspiration. Sais-tu la différence entre nous, Gustave ? Quand Marcel est mort, je suis resté seul. J'aurais pu tout vendre, aller vivre dans une petite ville, ne m'occuper que de moi, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté ici pour être près de toi. J'ai travaillé jusqu'à 65 ans pour te laisser un héritage. Chaque décision que j'ai prise ces 30 dernières années fut pour ton bien. Et toi ? Chaque décision t'a poussé à prendre ce qui est à moi plus vite. Tu ne me voulais pas comme père, Gustave. Tu me voulais comme un coffre-fort. Il recula comme si je l'avais giflé.
J'ai passé ma vie à croire que j'avais élevé un homme, mais j'ai élevé un vautour. Un vautour qui a tourné autour de moi, attendant ma mort pour dévorer les restes. Alors c'est ça? Tu m'effaces simplement de ta vie? Ce n'est pas simple. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite, mais c'est nécessaire. Je commençais à fermer la porte. Si un jour, dans de nombreuses années, tu changes vraiment, si tu deviens une personne différente, alors peut-être pourrons-nous parler, mais pas maintenant. Maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi. Père. Adieu, Gustave. Je fermai la porte. Je restai immobile de l'autre côté pendant un long moment, écoutant ses sanglots dans le couloir, puis ses pas s'éloigner, le bruit de l'ascenseur, et enfin, le silence. Perle vint se blottir à mes pieds, ronronnant. Je la pris dans mes bras et m'assis sur le canapé. Je ne pleurais pas. J'avais cru que je pleurerais, mais les larmes ne vinrent pas. Peut-être avais-je déjà tout pleuré. Au lieu de la tristesse, je sentais une étrange légèreté, comme si un poids énorme avait été ôté de mes épaules. Le chapitre était clos. Il était temps d'en commencer un nouveau. 6 mois après la fête, ma vie était complètement transformée. J'avais vendu l'appartement où j'avais vécu 30 ans. Ce fut une décision difficile. La veille du déménagement, j'ai parcouru les pièces vides, caressant les murs, me souvenant de tout ce qui s'y était passé. Là, dans le salon, Marcel m'avait demandé en mariage. Là, dans la cuisine, je berçais Gustave les nuits. Là, dans la chambre, j'avais tenu la main de Marcel quand il avait rendu son dernier souffle. Mais c'est aussi là que j'avais découvert la trahison de mon fils. Là que j'avais passé des nuits blanches. Là que j'avais compris que certaines mémoires doivent être laissées derrière. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un appartement plus petit, plus moderne, dans un immeuble avec conciergerie 24h/24. Il était dans le même quartier de la Croix-Rousse. Le nouvel appartement avait 2 chambres, un grand salon avec balcon et une cuisine américaine. C'était différent de tout ce que je connaissais, moderne, épuré, sans les marques du temps de l'ancien. Petit à petit, j'y ai mis ma touche personnelle. Mes plantes ont investi le balcon, mes livres ont rempli les étagères et Perle a choisi son coin préféré sur le canapé. L'argent restant, je l'ai placé en toute sécurité, sur les conseils d'un conseiller financier. Fini les placements miracles. J'ai opté pour des titres du Trésor et des fonds à revenus fixes. J'ai aussi fait un nouveau testament à l'étude de notaire. La moitié de mon patrimoine irait à une ONG pour les personnes âgées victimes de violences. L'autre moitié à un fonds éducatif offrant des bourses aux enfants de professeurs. Gustave ne recevrait rien. J'ai entrepris des choses que j'avais toujours voulu faire. Je me suis inscrit à un cours d'aquarelle. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque et j'ai repris mes promenades matinales au parc. À ma grande surprise, je me suis fait de nouveaux amis. Au cours de peinture, j'ai rencontré Monsieur Joachim, 70 ans, veuf depuis 5 ans. C'est un homme doux, souriant, et il adore les chats. Notre première conversation a eu lieu après un petit accident. J'avais renversé de la peinture. Il m'a aidé à nettoyer en disant simplement « Ça arrive ». Nous avons commencé à prendre un café après les cours dans une boulangerie voisine, bavardant de tout et de rien. Il m'a parlé de sa défunte femme, Madame Lourdes, décédée d'Alzheimer. Il l'avait soignée seule jusqu'à la fin. Nous avions été mariés pendant 42 ans, m'a-t-il dit. Elle avait pris soin de moi quand j'avais eu des problèmes cardiaques. Je ne pouvais pas l'abandonner. Ces mots m'ont rappelé le plan de Gustave et Tatiana, cet asile et la phrase « Là-bas, il ne dure pas longtemps ». Monsieur Joachim était l'exact opposé de mon fils, la preuve que des gens bien existaient. Je lui parlais de Marcel, de notre mariage heureux, de sa mort. Monsieur Joachim écoutait sans m'interrompre. Je n'avais pas besoin de mentionner Gustave. Il avait vu les reportages, mais n'avait jamais abordé le sujet. Son respect de mon silence valait plus que 1000 mots. Je ne savais pas si c'était de l'amour. Il était trop tôt pour le dire. Mais c'était agréable d'avoir de la compagnie, de rire à nouveau. Carmen, ma meilleure amie, continuait d'être un pilier. « Tu es différent », m'a-t-elle dit un jour, « plus léger, comme si tu avais enlevé un masque que tu portais depuis des années. » Elle avait raison. J'avais passé des années à prétendre que tout allait bien. Maintenant, je n'avais plus besoin de faire semblant. La vérité, aussi douloureuse que brutale, était libératrice. Maître Sophie, mon avocate, était devenue une amie.
Nous déjeunions parfois ensemble. Vous êtes devenu mon inspiration, m'a-t-elle dit un jour. Quand j'ai une cliente effrayée, je lui raconte votre histoire. Je lui montre qu'il est possible de réagir. L'association que j'avais désignée dans mon testament m'invita à donner une conférence sur la violence financière envers les seniors. Bien que terrifié à l'idée de parler en public, j'acceptais. Devant une assemblée d'environ 80 personnes, je partageais mon histoire. Une femme en larmes vint me voir après. Ma situation est identique à la vôtre. Mon fils et ma belle-fille veulent me faire signer la donation de ma maison. J'allais le faire. Maintenant, je vais d'abord consulter un avocat. Un an plus tard, par un samedi ensoleillé, je rentrais d'une exposition d'art. Dans le métro bondé, je la vis assise sur un tabouret en plastique, une valise de marché remplie de torchons brodés à ses pieds. Madame Zulmira, la vieille dame de l'étude de notaire, celle qui m'avait sauvé la vie. Elle était plus maigre, le visage plus ridé, mais ses yeux restaient vifs et pénétrants. Madame Zulmira? Elle leva les yeux, me reconnut, et un sourire édenté éclaira son visage. Ah, le monsieur de l'étude, celui de la donation. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup pensé à vous. Je me demandais si tout s'était bien passé. Je m'assis par terre à ses côtés. Oui, ça a marché, grâce à vous. Je lui racontai tout, la boîte, les documents, la confrontation, la fête, le divorce, la rupture avec Gustave. Elle écouta en silence, hochant la tête, les yeux brillants. Quand j'eus fini, elle serra ma main, sèche et rugueuse. Vous avez été courageux, dit-elle. J'ai juste planté la graine. C'est vous qui l'avez fait pousser. Puis-je vous poser une question? Dis-je. Bien sûr. Comment saviez-vous tout cela? Madame Zulmira soupira. J'étais femme de ménage chez eux. J'y ai travaillé 6 mois. Ma retraite ne suffit pas et ils payaient bien en liquide. Elle marqua une pause. Au début, je ne prêtais pas attention. Mais j'ai commencé à entendre des choses. Ils parlèrent de plans, de documents, d'une vieille qui allait tout leur donner. Elle secoua la tête. Un jour, j'ai vu votre fils s'entraîner à signer sur une feuille à la cuisine. Encore et encore, comme un enfant qui fait ses devoirs. Et la boîte? Je l'ai vu la ranger sous le lit. Un jour, il pensait que j'étais parti, mais j'étais aux toilettes. J'ai entendu leur conversation. Ils parlaient d'interdiction, d'asile, de combien ils gagneraient en vendant l'appartement, disant que vous étiez un fardeau dont ils se débarrasseraient. Les larmes me montèrent aux yeux. J'ai eu un fils, continua Madame Zulmira, la voix tremblante. Il est mort d'un cancer il y a 5 ans. Je l'ai soigné jusqu'au dernier jour, dépensant tout mon argent en médicaments. Je ne regrette rien. Elle serra ma main. Voir ces deux-là préparés de jeter leur propre père comme un déchet, c'était trop. J'ai quitté mon travail le jour même. Et comment m'avez-vous trouvé à l'étude? Je vous avais déjà vu. Une fois, vous leur avez rendu visite. J'étais là à nettoyer. Vous aviez apporté un gâteau au chocolat. Vous avez parlé 1 heure avec votre fils pendant que votre belle-fille restait sur son portable. Je me souvenais. C'était 2 mois avant. J'avais fait ce gâteau spécialement pour Gustave. Je les ai entendus dire que vous iriez à l'étude pour la donation le mardi, poursuivit Madame Zulmira. Sa femme était excitée. Elle parlait de comment elle allait dépenser l'argent. J'avalais ma salive. Pendant que je faisais un gâteau au chocolat pour mon fils, lui et sa femme comptèrent les jours pour me dépouiller. Alors je suis allé à l'étude et j'ai attendu, conclut Zulmira. Je suis arrivé tôt. Je me suis assise sur un banc, en face, et j'ai regardé tout le monde entrer et sortir. Nous avons conversé un long moment. Elle me parla de sa vie, de ses épreuves et de ses rares joies. Je lui racontai mes cours de peinture avec Monsieur Joachim et ma chatte Perle. Avant de la quitter, j'ai acheté tous les torchons qu'elle avait, une vingtaine, et j'ai insisté pour la payer 5 fois le prix. Ce n'est pas nécessaire, dit-elle en tentant de refuser. Si, ça l'est, et vous déjeunerez chez moi dimanche. Je n'accepte pas de refus. Ses yeux s'embuèrent. Personne ne m'a invité depuis si longtemps. Eh bien, maintenant, vous l'êtes, et vous le serez tous les dimanches si vous le voulez. Nous nous sommes serrés dans les bras au milieu de la station de métro, 2 personnes âgées pleurant comme des enfants.
En sortant du métro, le soleil vespéral caressait mon visage. Je marchais lentement, réfléchissant à cette dernière année, la douleur, la trahison, la colère, le deuil, mais aussi le courage que j'ignorais posséder. J'avais perdu un fils, une blessure qui ne se refermerait jamais. Mais j'avais retrouvé ma dignité, ma liberté, la certitude que j'étais capable de tout affronter. Et j'avais gagné Madame Zulmira, une étrangère qui avait fait plus pour moi que mon propre sang. J'avais appris que la famille n'était pas qu'une question d'ADN. La famille, on l'a choisie. C'est celle qui vous protège, vous respecte et vous soutient. Arrivé à mon immeuble, je saluai le concierge et montai. Perle vint m'accueillir en miaulant de joie. Je la pris dans mes bras et m'approchai de la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Demain, j'avais mon cours de peinture avec Monsieur Joachim, puis un café avec Carmen, et dimanche, le déjeuner avec Madame Zulmira. Ma vie était pleine, pas comme je l'avais imaginé jeune, rêvant de petits-enfants et de grandes réunions familiales, mais pleine d'une manière différente, qui n'appartenait qu'à moi. Tu sais, Perle, dis-je doucement, je crois que tout va bien se passer. Elle ronronna, comme pour approuver. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais vraiment. En repensant à cette année aujourd'hui, je comprends que cette vieille dame à l'étude du notaire n'était pas une coïncidence. C'était la main de Dieu qui m'envoyait un ange gardien sous les traits d'une humble vendeuse de torchons. Mon instinct me disait d'écouter cette étrangère, d'ignorer la voix de la raison qui criait « folie », et c'était un don divin. Cette intuition m'a protégé de perdre non seulement mon patrimoine, mais aussi mes dernières années de dignité. Aujourd'hui, je crois que le ciel place parfois sur notre route des messagers inattendus. Madame Zulmira avait tout à perdre en me prévenant, mais elle a choisi le bien. C'est sa bonté désintéressée qui m'a sauvé. Parfois, les étrangers sont plus proches de Dieu que notre propre sang. Mon conseil à vous qui m'écoutez, ne signez jamais rien sous pression familiale. Prenez le temps de réfléchir, de consulter un avocat indépendant. Si vos enfants vous aiment vraiment, ils respecteront votre prudence. S'ils s'impatientent, s'ils insistent, c'est un signal d'alarme. N'ayez pas peur de dire non à votre famille. Votre sécurité financière est votre autonomie, votre liberté de vieillir dans la dignité. Ne la bradez pas par culpabilité ou par désir d'être aimé. L'amour véritable ne demande pas vos biens en garantie. Protégez-vous d'abord. Vous le méritez, même si vos enfants vous font croire le contraire. La leçon que j'ai apprise est déchirante, mais essentielle. Donner tout n'est pas de l'amour, c'est de la négligence envers soi-même. J'ai cru pendant des années que mon rôle de père était de tout sacrifier, de tout donner, même au détriment de ma sécurité. Mais cette générosité aveugle a créé un monstre. Gustave n'a pas appris la gratitude, il a appris l'entitlement. Il ne me voyait pas comme un père à honorer, mais comme un obstacle entre lui et son héritage. Mon erreur fut de confondre abnégation et amour. Aujourd'hui, je sais qu'aimer ses enfants, c'est aussi poser des limites, protéger ses arrières et accepter que parfois, le sang peut trahir plus cruellement qu'un étranger. La vraie famille se choisit dans les actes, pas dans les gènes. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ce parent âgé qui hésite à signer, avec cet enfant qui pousse ses parents à donner. Laissez un commentaire. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de dignité retrouvée, de courage face à la trahison familiale. Les histoires de grand-père ne sont pas là pour divertir, mais pour éveiller, pour protéger, pour rappeler que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous léguez, mais à qui vous êtes. Partagez ce message. Votre dignité n'est pas négociable. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Certains détails ont été adaptés pour la narration, mais l'essence demeure vraie. La trahison familiale existe, la violence économique envers les seniors est réelle. Où que vous soyez dans votre vie, souvenez-vous, vous méritez le respect, la sécurité et la dignité, peu importe votre âge. Que Dieu vous protège et vous guide. Bonne nuit et tenez bon.